Et l'actualité cette semaine, elle est malheureusement douloureuse et dramatique avec la guerre en Ukraine, évidemment. L'actu, elle est aussi économique, sociale, écologique et présidentielle avec la campagne. Donc on va parler ensemble aujourd'hui de politique, d'emploi, de fiscalité, d'Europe avec nos deux invités de la semaine. Et nos deux invités de la semaine, c'est d'abord Eva Sadoun. Elle est entrepreneuse. Bonjour Eva. Bonjour Frédéric. Alors, entrepreneuse engagée pour une finance responsable et citoyenne avec l'ITA.co, avec l'application Rift qui nous permet de placer notre argent en cohérence avec nos valeurs. Eva Sadoun qui est aussi coprésidente du mouvement Impact France qui fédère combien d'entreprises aujourd'hui en France, Eva? 7500 entreprises, de l'ESS à l'agriculture durable, au textile responsable. On essaye de couvrir un maximum de secteurs. Et notre deuxième invité, c'est Hugues Vidor. Bonjour Hugues. Bonjour Frédéric. Il est président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Il siège à ce titre au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et vous allez organiser, Hugues, la convention annuelle de l'UDES au mois de mars, c'est juste avant l'élection présidentielle, et c'est évidemment pas un hasard. Non, et c'est l'occasion pour nous de présenter nos 60 propositions et de notre plaidoyer, et nous attendons les candidats à l'élection présidentielle pour avoir un débat de fond sur les véritables enjeux de cette élection, savoir les défis démocratiques, écologiques et sociaux. Alors comment regardent-ils l'actualité économique et politique? Quelle est leur propre actualité? On voit ça tout de suite dans ESS On Air. L'actualité de la semaine, je vous le disais, vue par l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord malheureusement la guerre en Ukraine. Ça n'est pas leur spécialité, ils ne sont pas évidemment spécialistes de géopolitique ou de diplomatie, mais j'ai quand même envie de leur demander comment ils regardent la situation en Ukraine. Hugues Vidor. Oui Frédéric, on ne peut pas passer sous silence ce drame qui frappe les Ukrainiens et puis je dirais qui nous frappe tous. Et qui nous interroge sur justement la question démocratique dans ces pays, mais également en Europe et dans le monde, et la fragilité donc de nos régimes démocratiques. De ce point de vue, on peut penser que l'Europe est justement une des solutions pour construire ensemble un avenir qui soit plus serein. Et dans ce cadre de la crise, on voit bien la nécessité d'une Europe forte. Dernier point là-dessus, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que cette question embolise les élections, les débats sur les élections présidentielles, parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne masquer les vrais enjeux qui sont devant nous. Ça ne veut pas dire que cette crise n'est pas en soi un véritable problème, mais qu'il faut que dans cet exercice démocratique, eh bien, on puisse aller jusqu'au bout et que les candidats se positionnent aussi sur l'ensemble des sujets. Et on sent et on entend depuis hier tous les commentateurs politiques qui nous disent que la campagne présidentielle, effectivement, va peut-être se geler autour de cette guerre en Ukraine. Eva Sadoun, sans embarquer forcément la parole du mouvement Impact France, une réaction personnelle peut-être sur la situation en Ukraine? C'est dramatique et ça montre l'instabilité de l'Europe et le fait qu'on ait construit une Europe économique et financière et pas une Europe politique. Ça fait qu'on n'a pas la réponse naturelle en fait, à ces problématiques et surtout qu'elle n'était pas anticipée nécessairement. Donc ça, c'est un vrai problème et on voit que la réponse aussi est économique, la réponse essentiellement des gouvernements européens. Donc ça montre en fait les leviers de domination économique qui existent aujourd'hui, le fait que les positionnements des politiques soient aujourd'hui un peu compliqué à anticiper, c'est parce qu'en filigrane, il y a cette économie, ces rapports de domination, cette dépendance aussi. Donc effectivement, l'économie doit s'intéresser à ces questions géopolitiques, on doit s'y intéresser. Et pour moi, ça devrait apporter deux réponses. Le fait que la question sociale et la question de l'Europe politique doit venir avant effectivement la question de l'Europe économique et financière et doit déboucher derrière à des solutions de protection des citoyens européens et des solutions de transformation de l'économie. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on mette en place une forme d'indépendance économique qui nous permet d'avoir des coopérations saines et de ne pas du coup être floutés par ces dominations économiques quand on prend des décisions politiques. Le traité de Maastricht, c'était en 92, c'était il y a précisément 30 ans. Et c'est seulement 30 ans plus tard que cette année, la semaine dernière, à Bercy, 23 ministres européens de l'économie sociale se sont réunis.
invité par Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, dans le cadre évidemment de la présidence française de l'Union européenne. Ça se passait en présence de Nicolas Schmit, le commissaire européen, qui est venu présenter à ses 23 ministres son plan d'action pour développer l'économie sociale en Europe. Et bien, ça donne tout est à construire pour définir, pour harmoniser, pour labelliser l'économie sociale en Europe. Mais c'est quand même, on se dit on a perdu peut-être 30 ans, ça fait très longtemps qu'on attend, mais en même temps c'est la première fois qu'on a 23 ministres européens de l'économie sociale qui se mettent autour de la même table. C'est important pour vous? C'est important, mais je trouve que c'est encore trop symbolique. C'est-à-dire que le fait qu'on marginalise l'économie sociale, c'est pour moi un vrai problème. On n'a pas compris que c'était la réponse au système économique de demain. Et plus largement d'ailleurs à la manière de prendre des décisions économiques d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue écologique. Donc je trouve ça bien. Mais si on fait le bilan, on se dit que le fait qu'il y ait des ministres de l'économie sociale ou des secrétaires d'État de l'économie sociale montre bien que ce n'est pas directement connecté à l'économie en tant que telle. Moi, j'aurais bien aimé avoir aussi autour de la table les ministres de l'économie, des finances, qui puissent en fait répondre aussi à ces ministres de l'économie sociale sur l'impact réel de leurs décisions politiques sur tout ce que touche l'économie sociale, parce que l'économie sociale, c'est pas forcément une forme d'entreprise, c'est une forme d'entreprise aujourd'hui, mais c'est surtout une économie qui se soucie des droits humains, qui se soucie des questions écologiques. Donc c'est-à-dire qu'on dit il y a 10% de notre économie qui doit se soucier, et puis sur l'autre partie, on fait abstraction et on considère que l'autre partie de l'économie doit être neutre. Non, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le discours qu'on a envie d'entendre, surtout effectivement aujourd'hui où une économie sociale et solidaire notamment est suffisamment mature, où ces sujets au niveau européen sont portés déjà depuis longtemps. Le Fonds européen d'investissement et toutes les institutions européennes ont déjà catégorisé l'économie sociale. Donc c'est comme si on se disait ah bah, on va démarrer un plan maintenant. Et comme si il ne s'était rien passé avant. Et moi, ce qui me fait très peur, parce que les discussions européennes, je les suis dans différents secteurs, que ce soit sur les sujets de taxonomie, sur la finance durable, etc. Quand on démarre un plan, je vous dis, le plan, il va sortir dans 4 à 5 ans, alors que l'urgence, elle est maintenant. Donc, plutôt qu'un plan, moi, j'aimerais entendre des propositions concrètes qui vont du coup réharmoniser le droit européen. Et Michel Barnier, dès 2012, avait lancé une impulsion autour de l'entrepreneuriat social. Donc on ne part pas de zéro non plus, mais c'est vrai que les choses mettent du temps à se construire. Et il est vrai, vous avez raison, Eva Saldoun, de dire que dans les gouvernements européens, effectivement, on a du mal à identifier les correspondants sur ce sujet de l'économie sociale. Olivia Grégoire, elle a dû aller chercher dans les gouvernements qui, au ministère du Travail, au ministère de l'Emploi, au ministère des Affaires sociales, au ministère de l'Écologie, devait être le correspondant pour faire venir un des 23 représentants de gouvernement européen à Bercy la semaine dernière. Donc c'est assez compliqué. Hugues Widor, vous portez vous aussi un plaidoyer sur l'Europe à l'UDES? Oui, tout à fait, et je rejoins les propos d'Eva là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un vrai souci d'identification de l'économie sociale. L'économie sociale, elle est au fond, elle est partout. En France, elle est à tous les étages, elle est à tous les niveaux. Quand on regarde la vie d'un Français, il rencontre les acteurs de l'économie sociale tout au long de la journée. C'est vrai aussi au niveau européen. Pour autant, elle n'est pas suffisamment identifiée. Donc c'est plus de visibilité de l'économie sociale, plus de compréhension de l'économie sociale. On peut quand même saluer ce démarrage dans le cadre de la présidence française, sous l'initiative d'Olivia Grégoire. Mais il y a beaucoup à faire, puisqu'on reconnaît que c'est un pan gigantesque de l'économie. C'est vrai au niveau français, plus de 10% de l'emploi, et au niveau de l'UDES, on le sait bien, et c'est autour de 8 à 10% au niveau du PIB. Au niveau européen, c'est considérable. Donc il faut que ça soit au cœur des 13 millions d'emplois en Europe, c'est considérable. Donc ça doit être un enjeu quotidien. Et de ce point de vue, alors pour être tout à fait concret, dans notre plaidoyer, c'est l'idée d'avoir un droit universel à la transition. En fait, il faut parler concrètement de l'Europe aux citoyens et voir de quelle manière on peut les aider en situation de chômage, en situation de changement professionnel. Et donc l'idée, c'est de créer, et d'ailleurs Nicolas Schmit, que nous avons rencontré à ce sujet, est assez favorable à cette idée. Cette idée qu'au fond, on puisse avoir une forme de sécurité professionnelle qui fait que quand vous êtes au chômage, quand vous cherchez un nouvel emploi, eh bien, il y a ce compte, un peu comme on a en France le compte personnel d'activité ou le compte personnel sur la formation. Et donc, du coup, ça sécurise les engagements des personnes. Et en fait, toute l'idée dans cette affaire, c'est de rendre concrète l'Union européenne et de visibilité dans la dynamique et la dimension sociale
C'est ça qui manque. C'est vrai aussi sur les aspects de formation. Il y a besoin d'un plan de formation européen qui soit à la hauteur des enjeux. On a dit le nombre de salariés, mais c'est presque auprès de l'ensemble des salariés qu'il le faut. C'est un plan massif de formation, notamment sur les questions de numérisation et de digitalisation. On va avoir un choc gigantesque, donc il faut qu'on soit armé, au niveau français bien sûr, mais aussi au niveau européen. Donc c'est plus d'Europe, mais plus d'Europe concrète et compréhensive pour les citoyens. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau français, puisque voilà qui nous mène tout droit à l'actualité de l'élection présidentielle. L'actualité politique à 1 mois et demi maintenant de l'élection présidentielle, eh bien c'est évidemment la bataille des parrainages qui fait rage, avec 3 candidats qui sont relativement hauts dans les sondages, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, mais qui ne sont pas sûrs de pouvoir se présenter s'ils n'obtiennent pas 500 signatures de maire. Comment est-ce que vous regardez cette campagne, Eva Sadoun ? Moi, je la trouve un peu déplorable, je vous avoue. Ça me désintéresse, alors que je suis à la base très politisée, ça me désintéresse de la politique parce que je trouve que les sujets qu'on porte, qui sont des vraies réponses aux problèmes qu'aujourd'hui on vit, que les Français vivent, c'est-à-dire un recul du pouvoir d'achat, un taux de chômage soi-disant exceptionnel, mais avec une part de l'emploi qui s'est précarisée, exceptionnellement bas, mais avec une part de l'emploi qui s'est précarisée comme jamais, donc pas du tout une trajectoire en matière d'emploi qui correspond à mes valeurs, cette crise climatique et écologique qui arrive, où on sait que la réponse doit être économique, parce que 75% des émissions et des risques physiques sont liés à la structure sociale, économique et politique, donc derrière, ce n'est pas des actes individuels qui permettront cette transition, c'est de la transformation de ce système. Et aujourd'hui, je ne vois pas les candidats mettre ces sujets sur le devant de la scène. Est-ce que, pour certains, c'est parce que ces sujets ne sont pas visibilisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas amenés à s'exprimer dessus à cause de cette espèce de tension médiatique où le sujet de l'immigration, etc., donc des vieux sujets de vieux cons sont au cœur du débat public. Excusez-moi, c'est juste que c'est... En fait, c'est parle cash, Eva Sadoun. Bah oui, je parle cash parce qu'en fait, nous, on traite ici, que ce soit au niveau de l'ESS ou du mouvement Impact France, la question vraiment de l'emploi, de l'intégration, la question de la réponse à la crise écologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ce plaidoyer qu'on essaie de porter, qui vise à effectivement changer la boussole réellement de l'économie, changer ce système qui en fait aujourd'hui précarise l'emploi, qui ne permet pas aux entreprises d'apporter des réelles solutions à la transition. On pense qu'il faut effectivement mettre en place cette nouvelle boussole et surtout faire de la pédagogie et de l'éducation sur ces sujets économiques. Et dans notre plaidoyer, effectivement, ça passe par notamment mettre en place un index social et écologique, donc changer les indicateurs. Et on voit que sur des démocraties très progressistes comme la Finlande ou la Nouvelle-Zélande, ils ont déjà effectivement une nouvelle boussole. La Nouvelle-Zélande a un budget bien-être, la Finlande a maintenant 5 nouveaux indicateurs de pilotage de ces politiques publiques, la santé, l'économie durable, etc. Donc on voit des démocraties à côté très progressistes qui portent ces sujets. Et ces sujets aujourd'hui sont absents du débat public. Et on voit que ça a des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Si typiquement on avait analyser nos politiques publiques basées sur d'autres indicateurs comme l'indicateur santé, etc., on aurait eu une résilience à la crise Covid bien meilleure que celle qu'on a eue. Parce qu'on n'est pas capable de piloter aujourd'hui au niveau de l'État, que ce soit de l'adhésion à la démocratie, que ce soit les indicateurs santé, et on oriente mal nos politiques publiques. Donc ce qu'on propose, c'est un nouveau socle pour mieux orienter les politiques publiques, privilégier les entreprises qui font le bien sur les marchés, 200 milliards d'argent dans la commande publique, qui aujourd'hui ne sont redirigés qu'à 15% vers des entreprises qui respectent notamment les accords de Paris, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est effectivement que l'ensemble de l'investissement public, de la fiscalité soit réorienté justement vers ce tissu d'entreprise. Et ça apporte des réponses concrètes à la vie des gens. Changer de boussole, changer de regard, dit aussi Eva Sadoun dans cet ouvrage dont on parlera tout à l'heure, Une économie à nous. On en parle après l'actualité présidentielle. Hugues Widor, vous, de votre côté, comment est-ce que vous regardez cette campagne ? Écoutez, avec un regard un peu critique, parce que je trouve qu'elle est largement polluée par les débats sur l'immigration. On a évoqué le principe. Et là-dessus, je la rejoins complètement. C'est-à-dire que ce débat n'est pas à la hauteur des enjeux. Quand on parle d'immigration, on ne parle pas des sujets qui font l'avenir et qui feront l'avenir de notre pays. Les vrais défis, défis en termes sociaux, les défis en termes économiques, les défis en termes climatiques, qui sont les vrais sujets. Donc ça tire un peu cette campagne vers le bas. Donc là, il faudrait qu'il y ait un nouvel élan pour aborder ces sujets. Et je voudrais dire là-dessus que
les candidats ratent un peu le coche en ce moment par rapport au discours auprès des jeunes. Il n'y a pas cet exercice de la citoyenneté qui permet d'avoir une vraie visibilité et de vrais programmes pour renouer ce lien de confiance. La crise Covid a marqué un tournant dans notre histoire de ce point de vue, puisqu'elle a isolé pendant un temps tout le monde, mais particulièrement les jeunes, qui sont dans ce souci de sociabilité et dans ce souci de faire une forme de contrat social, au fond. Et là-dessus, il faut que les candidats aient un discours fort pour montrer justement l'intérêt qu'il y a de participer à cet exercice démocratique, parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays, et on manque le coche. Je voudrais dire aussi qu'on n'aborde pas la question de l'emploi, la question économique, la question de quelle façon on peut insérer, intégrer, donner de l'avenir aux jeunes, permettre aussi aux seniors de continuer à travailler. On parle des retraites, par exemple, en disant on va augmenter l'âge des retraites. Nous, on n'y est pas défavorable par principe. Pour autant, si on n'accompagne pas cela d'une réforme permettant un meilleur emploi des seniors dans notre société, on n'y arrivera pas en termes d'équilibre économique, mais en termes de respect des personnes. Enfin, le troisième point, c'est tous ceux qui sont les exclus. C'est-à-dire qu'on a une situation de chômage, bon, qui s'améliore un petit peu, peut-être c'est un faux nez d'ailleurs, l'amélioration. Mais il faut dire que par rapport aux personnes éloignées de l'emploi, il n'y a pas de projet. Il nous faut un projet. Il faut que ces personnes puissent revenir au travail. Nous avons des propositions là-dessus assez claires pour flécher les dépenses passives vers des allocations sur l'emploi notamment. À retrouver sur votre site, mais on va en parler tout de suite parce que, évidemment, les sujets économiques, ils ont été abordés cette semaine. Au début de la semaine, c'était l'opération séduction des candidats face au MEDEF. Et ça nous intéresse évidemment d'en parler avec vous deux, Eva Saldoun et Hugues Widor, puisque vous représentez tous les deux une partie des entrepreneurs et donc du patronat de l'économie sociale et solidaire quelque part. Mais avant d'en discuter, on va demander à Émilie Josse, journaliste à Mediatico, de nous rejoindre. Alors dites-nous Émilie, qu'est-ce qu'il faut retenir du grand oral des candidats devant le MEDEF ? Au début de la semaine, c'était lundi. Eh bien oui, du coup, c'était lundi matin à la station F devant près de 400 entrepreneurs. 6 candidats ont joué le jeu, donc il y avait Zemmour et Le Pen, Pécresse et Jadot, et Hidalgo et Roussel. On aurait bien aimé entendre Mélenchon et Macron, mais malheureusement, ils n'étaient pas là. Et Mélenchon était un peu à l'autre bout du monde, donc évidemment, ça se comprend. Alors, dites-nous de quoi ils ont parlé. Alors effectivement, avec le déficit commercial record qu'on a connu l'année dernière, la compétitivité des entreprises a été vraiment un sujet fort, mais chacun des candidats a sa solution. Côté droite, c'est l'allègement des fiscalités. Donc Marine Le Pen veut supprimer la cotisation foncière des entreprises. Valérie Pécresse veut, quant à elle, réduire les impôts de production de 10 milliards d'euros. Et Éric Zemmour de 30 milliards d'euros. C'est quoi les impôts de production? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que les impôts de production. Tout le monde en parle en ce moment, on ne sait pas ce que c'est. Alors, les impôts de production, en fait, ça regroupe la TVA, les droits de mutation, la taxe financière, la contribution économique territoriale et même la taxe sur les salaires. Et à gauche, qu'est-ce qu'ils proposent les candidats ? Eh ben, Fabien Roussel, de son côté, veut taxer davantage les grandes entreprises plutôt que les petites. Yannick Jadot souhaite, lui, avantager fiscalement les entreprises qui font des efforts sur leur empreinte carbone. Et la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, préfère le statu quo, donc ni baisse ni hausse d'impôts, on ne change rien. Ok, ils ont parlé un petit peu de pouvoir d'achat aussi ? Alors oui, effectivement, ils veulent tous augmenter les salaires nets, mais là encore, deux visions s'opposent. À droite, on prône la baisse des charges comme les cotisations patronales, et à gauche, on penche plus pour une augmentation du SMIC, 10% pour Jadot, 15% pour Hidalgo et approximativement 18% pour Fabien Roussel. À droite, Valérie Pécresse propose aussi une augmentation de 10% du SMIC, mais surtout une défiscalisation des heures supplémentaires. Et tous ces sujets-là, ça vient en réponse aux demandes du MEDEF ou ils sont à côté de la plaque ? Eh ben, en partie, le MEDEF demande principalement une baisse des impôts de production. Par contre, côté augmentation de salaire, le MEDEF affiche clairement son désaccord. Et pour le moment, le président du MEDEF refuse de se positionner derrière un candidat. Merci beaucoup, Émilie Josse, pour cet éclairage à l'issue de ce grand oral des candidats à la station F en début de semaine. Hugues Widor, le MEDEF, on le voit, il essaye de rajeunir son image avec des grands événements, un show, la station F, mais avec au fond des thématiques assez classiques. Est-ce que c'est ça que les dirigeants de l'économie sociale attendent du MEDEF ?
les dirigeants économiques, d'accord, mais les dirigeants de l'économie sociale, est-ce qu'ils attendent la même chose? Alors d'abord dire qu'on est partenaire d'une certaine manière du MEDEF, puisque je rappelle que l'UDES est la seule organisation multiprofessionnelle de l'économie sociale et que nous rassemblons 23 organisations, plus de 30 000 salariés, 30 000 entreprises, pardon, et 1 million de salariés dans les domaines du care, de l'aide à domicile, dans les domaines du sport, de l'animation, du tourisme, de la communication, bref, dans toute une série de domaines où nous avons donc des branches professionnelles qui négocient des accords et qui donc définissent ce qu'est la fonction employeur et comment on articule au mieux possible la relation entre les employeurs et les salariés. Dans ce contexte, évidemment... Donc vous n'allez rien dire de méchant sur le MEDEF, hein, j'ai bien compris. Non, non, je vais pas. C'est pas ce que je dis. Je dis, nous avons une autre vision. C'est-à-dire qu'il y a une vision dans la société qui s'exprime à travers celle du MEDEF. Vous avez aussi celle de la FNSEA, vous avez aussi celle de la CPME. C'est le jeu des partenaires sociaux que d'influencer la politique publique. Le MEDEF défend les intérêts de ses membres. Peut-être qu'il faut que ces membres l'influencent, mais de notre point de vue, nous voulons du paritarisme, effectivement, d'écouter la parole de chacun. Exactement. Et nous, ce que nous voulons, c'est influencer la politique globale. Et dans cette politique globale, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes que ceux du MEDEF, pour être clair. Donc, pour nous, évidemment, la question sociétale, la question fiscale et la question économique, on ne la voit pas de la même manière. Si je prends la question sociétale, il y a un sujet qui a fait défaut aussi dans cette campagne et qui n'a pas été réussi par le dernier quinquennat, c'est la réforme de la dépendance. C'est un sujet que les Français attendent, il y a un vrai enjeu et un vrai mur, si je puis dire, parce qu'on parle du mur de la dette, on parle du mur de la transition écologique, mais il y a aussi le mur démographique. Comment est-ce que la société tout entière va prendre soin de ses aînés dans les 5 et 10 ans qui viennent? Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Eh bien, nous proposons qu'il y ait une grande loi sur la dépendance et le handicap. Qui était prévu. Qui était prévu et qui a été reporté. Que Sophie Cluzel a tenté de porter. Sophie Cluzel, Brigitte Bourguignon et d'autres. Et il y a eu un arbitrage. Cet arbitrage n'a pas été favorable à la mise en œuvre de cette grande loi. C'est dommage, puisque nous avons aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui définissent le socle de cette loi, avec une 5e branche et avec un certain nombre de mesures permettant d'imaginer l'avenir, notamment avec une hausse des salaires dans l'aide à domicile ou ce qu'il y a eu sur le Ségur. Mais il y a toute une série de questions autour de l'organisation de l'offre, autour du fait qu'il faut prendre la question des parcours des personnes au sérieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment prise en compte quand vous êtes dans un EHPAD, quand vous êtes à domicile, quand vous êtes dans un service d'hospitalisation à domicile. Bref, il y a une multiplicité d'acteurs et il y a un problème de pilotage et de régulation. Donc il y a différentes difficultés autour de ce sujet, mais ça devient une urgence. Or, une urgence à traiter sous le prochain mandat présidentiel probablement. Eva Sadoun, de votre côté, impôt de production, compétitivité, c'est ça les sujets que vous attendez de la part du MEDEF, ou en fait vous regardez même plus ce que fait le MEDEF? Non, bien sûr, on regarde tout à fait ce que fait le MEDEF. D'ailleurs, Aude Pézieux a fait un Thinkerview qui était assez intéressant, qui permet vraiment de reposer la vision globale du MEDEF, qu'elle soit économique, politique, etc. Et de vraiment comprendre, en fait, derrière les acteurs représentés, est-ce qu'ils le sont toujours? Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois avec le MEDEF. Nous, on essaye à chaque fois qu'on porte un plaidoyer de le refaire signer. Notre manifeste, on ne dit pas c'est 7500 dirigeants qui le défendent. On a refait signer, il y a 5000 dirigeants qui l'ont signé, etc. Il faut créer une adhésion au porte-parole là, déjà pour être sûr que le MEDEF est vraiment révélateur de la vision de ces entreprises. C'est la première chose. Il faut changer le MEDEF aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il faut changer le MEDEF. Je pense que le MEDEF est une ancienne... le partenariat social a été structuré, les syndicats interprofessionnels ont été structurés pour que le MEDEF, la CPME, puisse en faire partie. Donc avec aujourd'hui des demandes qui ne sont pas atteignables en fait en tant que telles pour un nouvel syndicat interprofessionnel. Donc je pense qu'il y a un vrai travail sur la négociation de pouvoir déjà regarder quels sont les enjeux aujourd'hui. Est-ce que les conditions pour devenir un syndicat interprofessionnel devraient être les mêmes aujourd'hui qu'ils l'ont été hier, où il y a des demandes en matière de secteur d'activité, de pourcentage de représentativité, etc.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin dans la négociation d'acteurs qui apportent des solutions réelles de transition, qui font un peu plus le pont entre le positionnement des syndicats salariés et le positionnement des syndicats patronales, qui ne sont pas dans cette opposition parfois un peu stérile, qui considèrent l'entreprise comme un corps et qui, surtout, ont des propositions à la transition, d'expérimentation. Donc, c'est ce qu'on voudrait porter. C'est pour ça qu'on se développe en interpro, c'est qu'on veut représenter d'un point de vue sectoriel l'économie, que nous, on ne veut pas cantonner à l'ESS, pas forcément par délibération, mais nous, on fait partie de l'ESS, la plupart des entreprises du mouvement. Moi, d'ailleurs, je suis entreprise solidaire d'utilité sociale, en tant qu'entreprise. Donc, en fait, le modèle de l'ESS, je le défends, mais je pense qu'il faut à côté retrouver davantage les entreprises qui sont écologiques dans ce modèle-là. Et il faut également essayer de voir comment cette économie-là est capable de polliniser l'ensemble de l'économie. Et c'est le travail qu'on opère au mouvement Pacte France. Maintenant, le MEDEF et ses propositions. Pourquoi elles sont caricaturales? C'est qu'elles sont les mêmes depuis 20 ans, 30 ans. Elles n'évoluent pas. La société a évolué. Quand une demande aujourd'hui de la baisse des impôts de production, ou de l'allègement des charges, etc., l'allègement fiscal, derrière, on ne voit pas à quoi ça va nous mener. On a bien vu que ce soit avec le CICE, tous les allègements qui ont été obtenus par le MEDEF ces dernières années, ça n'a pas forcément mené à un emploi plus qualifié, etc. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que ces choses-là, toutes les propositions en matière de compétitivité, d'allègement des charges, d'allègement fiscal, etc., soient conditionnées à réellement des critères autres que le PIB ou que les performances financières, soient réellement conditionnés à notamment des critères en matière de recrutement, de respect des engagements sociaux et climatiques. À un moment, quand l'État ratifie le droit du travail, les accords de Paris, etc., derrière, il faut que son tissu économique doive s'adapter également. En matière d'emploi, qu'est-ce que vous demandez, vous ? Nous, en matière d'emploi, on veut que déjà on récupère les emplois qu'on a perdus depuis 30 ans, donc 2 millions d'emplois selon la Cour des comptes depuis la fin des années 80, et tous les emplois industriels qu'on a perdus. Donc on veut une vraie solution aujourd'hui, effectivement, à la réemploisation en fait, du tissu français. Est-ce que ça veut dire relocalisation bête et méchante, basée sur les industries d'hier, etc. Pas nécessairement, mais on veut effectivement un plan de transition qui s'accompagne d'un plan de transition de l'emploi. Donc effectivement qu'on pense la transition de nos filières d'un point de vue écologique, avec toujours un prisme de transition des modèles, mais aussi un prisme de sobriété. Il faut adresser ces deux sujets si on veut être capable notamment de s'aligner avec un scénario 1,5 degré. On le sait, si on opère un découplage de l'activité économique et de l'efficacité énergétique de cette activité économique, on se rend compte qu'on n'est pas capable réellement en fait, d'avoir suffisamment d'efficacité, d'innovation pour transformer le PIB et le rendre aligné avec un scénario 1,5 degré. Donc il faut un exercice de sobriété. Il faut que quand on pense la transformation de filière, on pense en matière d'emplois créés et la création du coup de nouvelles filières qui permettent de créer de l'emploi. Donc on ait un vrai plan, le chiffre part d'un plan de décarbonation de l'économie et qu'on ait en face un plan en fait d'emploi, de nouveaux emplois. Et quelles sont nos propositions très concrètes sur ça ? On pense que l'index social et écologique, du coup, qui mesure les décisions économiques basées notamment sur l'impact sur l'emploi, etc., peut vraiment réorienter les décisions pour que ce soit mieux pour un dirigeant d'entreprise d'un point de vue fiscal d'embaucher que de ne pas embaucher, que notamment il y ait des conditions sur la stabilité de ses emplois, etc. Et on veut aussi que l'État puisse subventionner la transition des emplois avec la création notamment des contrats emploi verts dans le secteur public, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur public qui peuvent être notamment créés avec la transition écologique, mais aussi dans le secteur privé pour aider toutes ces entreprises justement à mieux former leurs salariés à ces nouveaux emplois. Hugues Widor, vous êtes beaucoup plus orienté vers le secteur sanitaire et social. Une réaction sur l'emploi. Est-ce que vous êtes aligné avec la demande d'Eva Sadoun, qui nous parle aussi d'emploi industriel? Ce n'est pas votre secteur. Comment vous regardez la question, vous? Alors, si, c'est notre secteur. C'est-à-dire que là, il faut repréciser juste les choses. C'est-à-dire que l'UDES, c'est à la fois, effectivement, une grande partie du CARE, mais c'est aussi au secteur de la cohésion sociale, c'est le secteur du sport, c'est l'ensemble des coopératives, la CGSCOP par exemple, l'ensemble du monde mutualiste, organisé en branches professionnelles. C'est ce que je rappelais, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un dialogue entre les organisations patronales du secteur et les salariés. Et j'invite d'ailleurs, par rapport aux derniers propos d'Eva Sadoun, à regarder l'ensemble des propositions du pacte social de l'UDES dans lequel elle pourra se reconnaître. Ces propositions. Votre proposition la plus forte en matière d'emploi, c'est laquelle? Alors, en matière d'emploi, on en a trois. La première, c'est auprès des jeunes.
auprès des jeunes, c'est d'activer en fait un dispositif qui existe pour les entreprises commerciales qui s'appelle le volontariat territorial, le VTE d'entreprise, et donc de le faire pour les emplois verts, les emplois du CARE, et permettre à des jeunes diplômés, au fond, d'en profiter. Ce qu'on observe, c'est que vous avez sur une classe d'âge 50% des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Et vous avez un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale, dans le domaine des coopératives, dans le domaine associatif, qui ont plein d'idées, que ce soit créer une épicerie sociale, créer une recyclerie, créer des maillages territoriaux. Ça concernerait combien de jeunes, cette Et donc là, notre mesure, elle est, dans un premier temps, pour 50 000 jeunes. Deuxième proposition. Deuxième proposition, donc, c'est de s'adresser au public des seniors. On a, comme je disais tout à l'heure, un vrai sujet par rapport à l'horizon d'une réforme des retraites. C'est comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui ont plus de 55 ans à rester en emploi. On est dans une volonté intergénérationnelle. Notre volonté au niveau de l'UDES, c'est la question de la cohésion sociale. Il y a la question économique, il y a la question sociale. Et donc, il faut absolument relier les deux. Et que ces personnes-là puissent rester en emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut un allègement des cotisations sociales employeurs. C'est une première proposition. Deuxième proposition, c'est leur permettre d'avoir des formations. Qu'est-ce qui se passe à un certain âge? C'est le décrochage numérique. Et donc, c'est d'avoir des dispositifs, notamment sur le compte personnel de formation, qui soit abondé par l'employeur, mais qui peut être aussi abondé sous une forme par l'État, pour leur permettre de passer ce cap et ce mur. Troisième proposition, c'est de transformer les dépenses passives du chômage, notamment pour les chômeurs de longue durée, en allocation d'emploi. Donc les dépenses d'indemnisation des chômeurs, vous voulez les transformer? Oui, en allocation d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est au RSA, quelqu'un qui bénéficie de l'ASS, donc de dispositifs finalement de filets sociaux, eh bien qu'il y a un engagement, il y a un contrat qui lui soit proposé. Et ça doit se faire au niveau local. Parce que ce n'est pas une grande déclaration qu'il faut, c'est regarder sur les territoires quelles sont les personnes qui peuvent travailler sur des emplois, qui peuvent être des emplois de transition écologique, qui peuvent être des emplois du CARE, qui peuvent être des emplois verts, où il y a des besoins importants. Et on le sait, je vais prendre l'exemple du domicile. Aujourd'hui, pour trouver des personnes à travailler dans le domicile, c'est extrêmement difficile. Donc il faut aller chercher, notamment chez ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, de leur proposer un parcours, de leur proposer une formation. Et il faut renverser l'idée que ces personnes qui sont au chômage ne désirent pas d'emploi. Le problème, c'est l'offre d'emploi. Et il y a 11 personnes sur 12, quand il y a une proposition d'emploi, qui le prennent. Donc, ça veut dire que de ce point de vue-là, il ne faut pas croire que les personnes qui sont au chômage veulent rester au chômage. Non, il faut leur proposer une sortie. L'idée, c'est de leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ensuite, elles participent à notre cohésion sociale. Et donc, le plaidoyer de l'UDES, il est vraiment là-dessus, c'est-à-dire de dire, en tant que partenaire social, et je le répète par rapport aux propos d'Eva Sadoun, et je l'invite à regarder précisément ce que nous faisons, et pour demander d'ailleurs et proposer à ces entreprises de rejoindre le mouvement dans lequel on est, avec donc des arcanes qui sont différentes. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un mouvement de plaidoyer, mais on est dans une organisation où nous gérons finalement la relation de travail avec les branches professionnelles. Et de ce point de vue, ça nous permet d'être reconnus par l'État. Je dirais que nous avons des échanges très fructueux de ce point de vue avec les pouvoirs publics. On a encore rencontré le Premier ministre il y a 10 jours pour évoquer un certain nombre de questions liées à l'agenda social ou liées à la situation économique du secteur. Alors, il y a besoin dans ce pays d'avoir une force de l'économie sociale en tant que partenaire social qui soit reconnue. C'est le cas de l'UDES et nous allons nous battre pour que cette économie sociale soit encore mieux reconnue dans notre pays. Donc vous avez compris, vous adhérez à l'UDES ou vous adhérez au mouvement Impact France ou aux deux d'ailleurs. Vous allez aller voir sur leur site à tous les deux pour voir quelle est l'instance qui vous représente le mieux. Pour terminer cette séquence présidentielle, Hugues Widor, Eva Sadoun, si vous aviez une seule chose, Hugues Widor, à demander au prochain président de la République, ce serait quoi? Mettre au cœur des enjeux notre pacte social républicain et préparer la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre au cœur des enjeux notre pacte social républicain? Qu'est-ce qu'il doit faire le prochain président? Ça veut dire que l'économie sociale doit être au cœur de sa réflexion et ne pas être le parent pauvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'alors? On est mis de côté. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, nous avons été
appelés à participer, comme 40 responsables politiques, associatifs et présidents de l'Association des maires de France, des régions, à rencontrer le président de la République. Il voulait savoir ce qui se passait dans le pays et il voulait avoir les analyses pour le comprendre. Donc votre parole est importante, elle compte, elle est représentative. Et nous disons, nous sommes là pour exercer ce lien de confiance, ce lien étroit dont on a besoin pour faire société. Et nous ne faisons pas assez société. Eva Sadoun, s'il n'y avait qu'une seule chose à demander au prochain président de la République, pour vous, ce serait quoi ? Pour moi, c'est la mise en place de cette nouvelle boussole. Donc, effectivement, donc, on porte un index, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on gouverne autrement. Parce que c'est pas tout, effectivement, de mettre en place des plans, etc. On voit que le budget vert, ça a été un petit peu un échec parce qu'on ne sait pas réellement mesurer les impacts aujourd'hui du plan de relance. On voit que notamment au niveau du plan de relance, c'est à 80% des métiers d'hommes qui ont été financés. Est-ce que tout ça, ça se voit? Non, c'est pas lisible. Donc il y a un manque de lisibilité des décisions politiques et des décisions financières et économiques. Donc pour rendre lisibles ces décisions-là, il faut cette nouvelle boussole, ces nouveaux indicateurs qui derrière peuvent réorienter, à mon sens, l'ensemble des décisions politiques et où le président devra faire état, du coup, de la conséquence de ces décisions également. Concrètement, cette boussole, donc vous avez dit, elle passe par des indicateurs. Oui. Elle est où? Elle est à l'INSEE, elle est à Bercy, elle est à Matignon, elle est à l'Élysée. Elle est où cette boussole? Pour moi, elle commence à Bercy. Parce qu'en fait, l'économie a malheureusement trop pollinisé les décisions politiques, parce que la version de l'économie qui le fait aujourd'hui est beaucoup trop restrictive sur justement ses lunettes. Elle a une mono-lecture justement des décisions. Donc il faut que l'économie, du coup, déjà évalue différemment ses impacts. Et quand effectivement, aux côtés du PIB, on aura de nouveaux indicateurs, comme l'intégration des femmes, disons, les emplois durables, l'impact sur la biodiversité, la mesure de l'empreinte carbone de nos décisions, etc. Quand ces nouvelles décisions seront mesurées au niveau économique, elles permettront de réorienter vers l'ensemble des prises de décision en matière d'investissement, en matière de budget. Donc parfois, le budget peut être géré à différents niveaux. On a l'APE, l'Agence des participations de l'État, qui est là au niveau de Bercy. On a le PIA, qui est au niveau de Matignon, etc. Donc, programme d'investissement voilà. d'avenir. Et tous ces programmes-là sont gérés parfois en interministériel, parfois au sein des ministères. Mais je pense que si l'économie mesure différemment et que c'est porté au niveau politique, ça peut réorienter l'ensemble de nos décisions parce qu'on voit que la précarisation notamment de l'hôpital public, etc., tout ça, ça a été des décisions économiques parce que le capitalisme financier a pollinisé nos instances. Donc on veut remettre effectivement ces nouvelles lunettes pour qu'il y ait une meilleure gouvernance demain. Allez, on passe tout de suite à l'actualité de nos invités. C'est l'actu des acteurs de l'ESS. Eva Sadoun, votre actualité, c'est la publication de cet ouvrage aux éditions Actes Sud, une économie à nous, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, notre regard sur l'économie? Il est biaisé, il est faussé, on nous apprend des choses fausses à l'école ou à la fac? Oui, ça c'est effectivement, je commence avec une partie sur l'éducation parce qu'il y a des principes économiques qui sont encore enseignés, qui sont présentés comme des vérités absolues, que ce soit le lien direct entre la croissance, le bien-être et l'emploi, que ce soit le fait de relancer des vagues d'innovation pour retrouver de la prospérité. Tout ça c'est faux? Alors tout ça aujourd'hui, effectivement, si on l'analyse, c'est faux. On le voit dans les plus grosses démocraties économiques comme l'Allemagne ou les États-Unis, que l'augmentation du taux de croissance effectivement, il a l'air de relancer l'économie, mais derrière, il amène directement à une amélioration, une augmentation du taux de pauvreté. C'est pareil aux États-Unis. Donc tout ça, c'est des résultats qui sont analysés. La croissance n'apporte plus le bien-être. L'innovation, on parle de l'innovation, relancer l'innovation pour retrouver de la prospérité, retrouver de la croissance. Malheureusement, aujourd'hui, on oublie un paramètre qui est la finance, qui derrière, en fait, va changer et modéliser cette innovation. Aujourd'hui, quand on investit fortement dans l'innovation, et ben derrière, ces innovations vont avoir besoin de capitaux étrangers, essentiellement. Ces entreprises vont souvent, quand elles n'ont pas la capacité de s'autofinancer, s'introduire en bourse et derrière, ça réduit 40% de leur capacité d'innovation. Donc la finance crée un effet contre-productif à notamment ce financement de l'innovation. Et malheureusement, le problème, c'est qu'on n'enseigne pas l'esprit critique. Le sujet du baccalauréat, c'était expliquer comment des politiques de flexibilisation du marché du travail nous permettront de retrouver de la prospérité. À un moment, on ne pose même plus ça comme une question. Donc il faut remettre de l'esprit critique dans l'économie, se dire que certaines décisions ont été prises
à des moments de l'histoire économique et que l'économie n'est pas une science, que l'économie est une science sociale, que l'économie évolue en fonction de la politique et des nouveaux enjeux. Il faut être capable effectivement de penser l'économie différemment, de changer de regard parce que les règles du jeu, du coup, de l'économie sont faussées à cause de ce regard. Et il faut changer ces règles du jeu aujourd'hui. Et je précise que quand vous parlez de finance, vous ne parlez pas de n'importe où. Vous êtes une spécialiste de la finance responsable, donc vous savez précisément de quoi vous parlez. Vous dites aussi dans votre ouvrage que le système ne profite qu'à quelques-uns, qu'il faut déconstruire les idéologies, qu'il faut revoir la transmission du capital. C'est un peu ce que dit Thomas Piketty. Vous êtes pikettyste? Alors, pas selon son aspect social, hein. Malheureusement, il nous a un peu déçus ces derniers temps d'un point de vue personnel. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue de toute sa théorie sur le partage notamment du pouvoir ou notamment le fait que l'essentiel des inégalités se réside dans le capital. Hein. On sait que et l'héritage. Aujourd'hui, les différences en matière d'égalité salariale sont que de x4, quand les différences en matière de détention du capital, effectivement, et de la propriété sont de 205. Donc on voit bien que l'essentiel, en fait, du problème aujourd'hui réside dans ce capital qui se centralise de plus en plus, qui se transmet en plus essentiellement d'homme à homme en ce qui concerne le capital financier et le capital économique, et qui fait que malheureusement la prise de décision est elle-même centralisée et que l'économie se passe de main en main et on est incapable effectivement de réinventer un nouveau pacte social. Donc il faut, Piketty le dit, hein, changer nos administrations, mais moi je vais aller plus loin. Je pense que le capital, on n'a plus aucun mérite à la détention du capital aujourd'hui. Il y a un mérite, mais il est pour moi pas autant que c'est le cas. On pointe souvent du doigt les entrepreneurs et les joueurs de foot parce que c'est des transfuges de classe. Il faut développer les transfuges de classe. Il faut permettre en fait de recréer une nouvelle capacité de détention du capital et le partager ce capital, que ce soit dans le corps social ou avec la société civile et l'État, pour prendre des décisions qui sont plus saines et qui allient davantage plus nos intérêts. L'économie n'est pas neutre, elle ne fonctionne pas ailleurs du système, elle fonctionne dans le système. Si les décisions économiques sont prises que par quelques-uns, on n'arrivera pas à transformer l'économie. Voilà, Eva Sadoun, ça s'appelle Une économie à nous, ça coûte 12 €, c'est aux éditions Actes Sud. Merci à vous, merci pour cet ouvrage, merci. Eva. Hugues Widor, votre actualité à vous, c'est cet appel que vous lancez aux employeurs pour qu'ils s'engagent. Ils ne sont pas assez engagés, les employeurs? Eh bien, si, ils sont bien engagés, mais il nous a paru très important de passer de la parole aux actes. C'est-à-dire que, très concrètement, comment est-ce qu'on arrive à faire changer les comportements? Et pas d'une façon déclarative, mais d'une façon très concrète dans l'entreprise. Or, les entreprises de l'économie sociale sont engagées sur le partage de la valeur, sont engagées sur la vie démocratique, la participation des salariés dans les conseils d'orientation, dans les conseils d'administration. Si je prends les coopératives, par exemple, c'est une évidence. Si je prends dans le secteur associatif, c'est une évidence aussi dans un certain nombre d'entre elles. Donc on a partagé cela avec 700 employeurs, donc à partir d'une enquête, pour voir ce qui, pour eux, était capital à mettre en avant en termes de formation professionnelle, en termes de qualité de vie au travail, en termes de dialogue social, en termes de participation à la gouvernance des entreprises, pour lancer justement cet appel. Ce qui veut dire qu'être employeur, d'une façon classique, nous oblige, avec l'ensemble des règles, l'ensemble des législations, et être employeur de l'économie sociale nous engage. C'est-à-dire que, et ça c'est un appel à toutes les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs de l'économie sociale, ou plus largement, que ce soit des PME, des TPE, ou autres, pourquoi pas les entreprises du CAC 40, on peut rêver. En tout cas, notre appel, il s'adresse à tous. Et qu'est-ce qu'il a pour objet? C'est de dire, à partir d'un certain nombre de critères sur la qualité de vie au travail, par exemple, on a parlé de DUERP, on a parlé d'égalité femmes-hommes, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Sur la formation professionnelle, on a pu remarquer, notamment dans l'économie sociale, que l'ensemble de nos branches sont supérieures et sont plus engagées que le minimum légal, largement plus engagées. Si je prends, vous m'avez rappelé qu'on était du Caire de façon importante, la branche de l'aide à domicile, on est à 2,3, sachant que, vous savez, c'est 0,55 et 1% pour les entreprises de plus de 50. Donc, des engagements forts, mais qui se traduisent dans un certain nombre de labels et qui sont mesurables. Et donc on va faire des enquêtes tous les 2 ans auprès de l'ensemble des entreprises de l'UDES. Déjà on s'engage pour nous-mêmes,
pour dire qu'est-ce que ça produit, au fond, sur 2 ans, sur 2 ans, et d'avoir une forme d'observatoire sur l'avancée. C'est-à-dire il faut que nous soyons capables de dire qu'est-ce qui différencie, au fond, une entreprise de l'économie sociale d'une entreprise classique commerciale. Le salarié, il est jugé sur son employabilité au quotidien, quand il cherche du travail, quand il veut changer du travail, son expertise, sa capacité à être, sa capacité à travailler en équipe. L'employeur n'est pas toujours beaucoup jugé. Et donc là, on introduit une dimension supplémentaire dans l'économie sociale, et ça participe de nos valeurs et de notre mise en visibilité, de dire il faut qu'on soit capable de répondre à la nouvelle aspiration des citoyens et des Français et des salariés. C'est-à-dire, quand ils vont travailler dans une entreprise de l'économie sociale, il faut qu'ils puissent savoir où ils mettent les pieds, si l'entreprise elle est engagée en termes de démocratie, en termes de dialogue social, en termes de qualité de vie au travail. Et ça se mesure, et donc on s'engage à ce que ça soit mesuré tous les 2 ans, pour dire, finalement, au fond, on a 2,3 millions de salariés dans l'économie sociale dans ce pays aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à développer cette fierté et que ce label il soit connu par tous pour dire, venez travailler dans l'économie sociale parce que c'est des métiers qui ont du sens. Et je ne parle pas du CARE simplement. On parle aussi de la métallurgie. Il y a des SCOP qui travaillent sur les énergies vertes. Enercop, le groupe UP, etc., etc. Et il est clair que derrière l'engagement des employeurs, c'est aussi l'engagement des collaborateurs qui va pouvoir se développer. Merci Hugues Widor. Allez, dernière ligne droite avant de conclure cette émission. Pour terminer cette édition de ESS On Air, je vous donne 30 secondes chacun pour nous donner une information positive que vous avez envie de partager avec nous. Hugues Widor, je crois qu'on reparle des métiers de l'aide à domicile. Et oui, alors pas seulement, puisque c'est les métiers du domicile et du médico-social avec l'annonce du Premier ministre qui a suivi une autre annonce, ce qui fait que le secteur de l'aide et du soin à domicile a été revalorisé à 15% et que là, le secteur médico-social aussi bénéficie de ce qu'on appelle des mesures Ségur, 183 € par mois. Vous parlez de rémunération. De rémunération, pardon, oui, tout à fait. C'est des combats, il faut le dire, c'est des combats qui ont été menés par les secteurs, également par l'UDES. Et c'est un travail partenarial, je le souligne, avec le Premier ministre sur ces sujets, qui a compris tout l'intérêt de faire que ces métiers qui, pendant la crise pandémique, ont été utiles, ont été indispensables, soient au cœur aussi de l'attention des politiques publiques. C'est pas terminé, il y a du boulot, il faut encore les revaloriser, mais c'est un premier étage. Et là, Sadoun, de votre côté, vous nous parlez de levée de fonds. Bonne nouvelle chez vous? On espère. On espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Quand je dis chez vous, c'est pas le mouvement Impact France. Non, c'est chez l'ITA. Oui, on espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles parce que c'est vrai qu'en plus de ce travail bénévole au mouvement Impact France, je gère une entreprise de 60 salariés et qu'en ce moment, on est en plein développement. On est en train effectivement d'opérer une levée de fonds pour pouvoir développer l'ITA partout en Europe. Ce qu'on appelle une série B. Et on lance effectivement une série B, donc à peu près un peu plus de 10 millions, peut-être plus, d'euros pour justement financer cette croissance et pouvoir développer l'acteur du financement de l'économie durable au niveau européen, parce que toutes ces entreprises qui ont besoin de faire leur transition, elles vont avoir besoin de besoins financiers. Là, on lance très dernièrement d'ailleurs des obligations vertes pour faire transiter les boîtes classiques dans la promotion immobilière, dans l'industrie, etc., vers des modèles qui sont plus vertueux. Et on espère être capable d'accompagner l'économie européenne à faire sa transition. Aujourd'hui, on est capable de lever plusieurs millions d'euros en une journée pour une société. Et cet investissement de nos côtés, il augmente. Et je pense qu'avec les crises qu'on connaît sur les marchés financiers, d'un point de vue systémique, l'avenir est davantage dans le financement des entreprises que dans effectivement ces marchés, leur omniprésence dans notre finance et dans notre épargne. Dans combien de pays européens vous voulez vous développer? On est déjà dans 3 pays et notre souhait, effectivement, c'est d'aller sur 8 pays. Vous pouvez les citer? Bien sûr, on est déjà en France, Belgique, Italie. L'idée avec la série B, c'est de pouvoir aller en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Espagne, au Portugal et de pouvoir renforcer l'Italie qui démarre un peu lentement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico. C'est la fin de cette édition de ESS On Air. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, évidemment, vous pouvez le dire et réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur mediatico.fr pour suivre l'actualité de l'ESS et de l'économie à impact. Prochain rendez-vous dans 15 jours sur ce plateau. D'ici là, restez positifs et solidaires.